Au sommaire de cette édition, la disparition d'une icône de la chanson française. Christophe est décédé des suites d'une maladie pulmonaire, selon sa famille. Christophe célèbre notamment pour Aline, les mots bleus. Des hommages nombreux lui sont rendus. La pandémie de Covid-19, Donald Trump a présenté son plan pour redémarrer l'économie américaine. Plan en 3 étapes avec les gouverneurs et non la Maison-Blanche en première ligne. Alors que les États-Unis continuent de lutter contre le Covid-19, 33 000 morts au dernier bilan. Donald Trump prudent face à une économie en pleine tumulte. Ce sera l'analyse économique de Christophe Dansette. Il sera là. Dans cette édition également, la France et ce répit qui continue de s'observer dans le front contre le Covid-19. Le nombre d'admissions en réanimation est en baisse depuis 8 jours, selon Jérôme Salomon, le directeur de la santé. Vous suivrez également le reportage de Julie Dungeloff dans une entreprise normande spécialisée dans la fabrication d'écouvillons, un matériel indispensable à la réalisation des tests de dépistage. Voilà pour les titres. Bonjour et bienvenue. On lui devait des titres phares de la chanson française, Les mots bleus, Aline, entre autres. Le chanteur Christophe est décédé hier jeudi dans un hôpital de Brest en Bretagne. Il avait 74 ans. Christophe était soigné pour une maladie pulmonaire, une emphysème. Selon sa famille, le monde de la culture lui rend hommage. La chanson française perd un peu de son âme, réagit par exemple Franck Riester, le ministre de la Culture. Retour sur la vie et l'œuvre de Christophe avec Noémie Roche. 1965, Christophe chante Aline. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, oh j'avais trop de peine. Le titre est un succès. Numéro 1 en France, en Turquie ou encore au Brésil, l'album dépasse le 1 million de disques vendus. Christophe n'a que 20 ans. De son vrai nom, Daniel Bevilacqua, le chanteur a commencé sa carrière quelques années plus tôt. Né en 1945 en banlieue parisienne, ce fils d'une couturière et d'un entrepreneur en maçonnerie délaisse rapidement l'école pour la musique. Il fonde d'abord un groupe amateur avant d'entamer une carrière en solo. Passionné de chansons françaises, de rock et de blues, il dit avoir trouvé l'inspiration grâce à des auteurs comme John Lee Hooker. Avec Brassens, c'était ce qui m'a donné envie de faire de la musique. En parallèle de sa carrière musicale, Christophe fonde une famille. En 1967, il a un fils avec la chanteuse Michel Thor. 4 ans plus tard, il épouse Véronique, avec qui il aura une fille. Après une période creuse, le chanteur revient dans les hit parades avec Mal. Mal, au fond du cœur, oui j'ai mal. Oh mon amour, Oh mon amour, écoute-moi, déjà la vie t'attend là-bas. ou encore Señorita en 1974. Señorita, dépêche-toi et remets ta robe de taffetas. Tous les plus grands airs d'opéra ont des relents de rumba. Peu après, il écrit l'album Les Paradis Perdus, en collaboration avec le parolier Jean-Michel Jarre. Soir rose, je déambule morose. Nouveau succès qui en précède un autre en 1975, Les mots bleus. Je lui dirai les mots bleus, les mots Un tube devenu culte, qu'il avait notamment repris en duo avec plusieurs artistes dans son 14e et dernier album, Christophe etc., sorti l'an dernier. avec les yeux, toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. L'épidémie de coronavirus, et on ouvre ce chapitre par les États-Unis où le nombre de victimes n'a pas cessé d'atteindre des sommets, 33 000 morts selon les derniers chiffres de l'université Johns Hopkins. Le pays recense officiellement 667 800 cas. C'est dans ce contexte que Donald Trump a dévoilé son plan pour redémarrer l'économie américaine, un plan en 3 étapes. Avant de retrouver Christophe Dansette, je vous propose d'écouter le président américain.
Nous n'ouvrirons pas tout d'un coup, mais prudemment et pas à pas. Et certains États pourront ouvrir plus tôt que d'autres. Les gouverneurs auront la capacité d'adopter une approche sur mesure afin de faire face aux différents requis de leur propre État. Chaque État est très différent. Ils sont tous beaux, nous les aimons tous, mais ils sont très, très différents. S'ils doivent rester fermés, nous les autoriserons à le faire. Et s'ils pensent qu'il est temps de rouvrir, nous leur fournirons la liberté et l'appui pour accomplir cette tâche. Le redémarrage de l'économie américaine, c'est le sujet de la chronique écho de Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Le plan de Donald Trump semble plus prudent qu'on aurait pu le croire. Oui, Donald Trump n'a pas fixé de date pour une réouverture du pays, alors qu'il y a quelques jours encore, il laissait entendre la date du 1er mai. Finalement, cette réouverture, vous l'avez entendu dans ce qu'a dit Donald Trump, se fera de manière décentralisée, État par État. Certains pourront commencer à ouvrir dès les prochaines heures, d'autres devront attendre, mais la décision finale, elle reviendra bien aux gouverneurs, des gouverneurs qui devront tout de même suivre les recommandations de la Maison-Blanche, des recommandations qui ont été synthétisées dans un document publié hier par la Maison-Blanche, un document intitulé « Opening Up America Again », rouvrir le pays, un titre qui sonne un peu comme le slogan de campagne de Donald Trump, rappelez-vous, « Make America Great Again ». Alors, un plan, vous l'avez dit également, qui prévoit 3 phases. D'abord, une première étape qui maintient des mesures assez strictes avec la fermeture des écoles, l'interdiction des regroupements de plus de 10 personnes, des voyages non nécessaires ou encore le maintien du télétravail quand c'est possible. Les masques devront également être portés au maximum. Les cinémas, restaurants et clubs de sport pourront rouvrir, mais en mettant en place des mesures de distanciation très strictes. Quant aux bars, eh bien, ils devront rester fermés. La deuxième étape prévoit la réouverture des écoles, mais limite les regroupements à 50 personnes maximum. Enfin, la troisième phase, eh bien, elle prévoit le retour à la vie normale. Donald Trump a insisté sur le fait qu'il était important de rouvrir l'économie, la plus grande économie du monde, selon ses mots, très rapidement, sur le long terme pour préserver la santé des Américains, a-t-il précisé. Il faut préserver la santé de l'économie. Il faut aussi rappeler, Christophe, à ce stade, que l'économie américaine a été sérieusement endommagée, foudroyée même, diraient certains, par le coronavirus. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais vous donner un chiffre. 22 millions de chômeurs en seulement un seul mois. 5 millions rien que cette semaine. Jamais le chômage n'avait autant augmenté dans l'histoire des États-Unis. Il est passé de 4% à plus de 17% en seulement 30 jours. 30 jours qui auront suffi finalement à anéantir 10 ans de création d'emplois depuis la dernière crise financière. C'est tout simplement incroyable. La croissance, elle aussi, s'est effondrée, passant de plus de 2% à moins 40% au deuxième trimestre selon les prévisions en rythme annuel. Et quasiment tous les secteurs de l'économie sont touchés, que ce soit le tourisme, l'aéronautique, l'automobile, l'industrie de manière plus générale, qui n'a plus connu une telle baisse d'activité depuis 1946, ou encore le secteur du pétrole. Il y a finalement que certains rares secteurs comme celui du commerce en ligne, type Amazon, qui semblent s'en sortir et doivent recruter en urgence. Alors l'administration Trump a mis en place il y a quelques jours un plan de sauvetage, un plan de 2300 milliards de dollars, 2300 dollars qui paraissent déjà presque insuffisants, en tout cas pour les petites et moyennes entreprises. Le gouvernement américain, pour elle, avait prévu 350 milliards de dollars sous forme de prêts garantis, mais en seulement quelques jours, eh bien, plus d'1,4 million petites entreprises se sont ruées vers ces prêts, si bien que la cagnotte, désormais, elle est déjà vidée, avec le risque que de petites et moyennes entreprises devront tout simplement mettre la clé sous la porte dans les prochaines semaines, faute de trésorerie. La reprise permettra sûrement de réintégrer une partie des emplois perdus, mais une partie seulement. Et cette crise laissera sûrement, ça ne fait aucun doute, des traces indélébiles, des cicatrices sur le long terme pour les États-Unis. Merci Christophe Dansette. Voilà ce qu'on pouvait dire avec vous à l'heure qu'il est du projet de redémarrage de l'économie américaine sur fond de Covid-19. La France est cette bonne nouvelle sur le front de la lutte contre la pandémie. Cela fait plus d'une semaine que le nombre de patients en réanimation continue de baisser. La circulation du virus se stabilise, dit Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, mais à un niveau
élevés, nuance-t-il. Il appelle à continuer à respecter le confinement. Jérôme Salomon. Nous sommes, entre guillemets, soutenus par un nombre important de sorties, tant mieux, mais l'activité hospitalière reste anormale et le nombre de lits de réanimation reste très élevé. Donc on est plutôt sur un plateau qui évolue doucement vers une décroissance, tant mieux, mais ce n'est pas la chute observée parfois après des pics épidémiques avec une dégringolade rapide du nombre de cas. Malheureusement, on n'est pas devant cette situation de pic, on est plutôt devant une situation de plateau lentement décroissant et c'est une bonne nouvelle, mais malheureusement la cinétique n'est pas celle qui est sous-entendue par le terme pic. Notez que l'Assemblée nationale a voté un budget spécial visant à répondre à l'urgence du Covid-19, budget d'une valeur de 110 milliards d'euros. Il inclut soutien aux entreprises, prime aux soignants, aide aux plus démunis. Le texte sera débattu au Sénat mardi prochain. D'ici au 11 mai, la France devrait être en mesure de tester massivement les personnes présentant des symptômes du Covid-19. Un matériel est indispensable à leur réalisation, les écouvillons. Le pays en manque. La France s'en fournissait jusqu'ici auprès de l'Italie. Pour tenter de répondre à la demande, une entreprise familiale basée en Normandie et spécialisée dans les produits à base de coton a décidé de modifier sa production habituelle. Reportage Julie Dungeloff. C'est une course contre la montre à laquelle se livre cette entreprise familiale spécialisée dans les produits de soins à base de coton. Le but, pallier la pénurie d'écouvillons, ces longs cotons-tiges insérés dans le nez de patients, indispensable aux tests virologiques pour détecter le Covid-19. Objectif fixé, produire 1 500 000 écouvillons par semaine. Pour y parvenir, il a fallu modifier le mode de production en un temps record pour passer de la fabrication de coton-tige à celle d'écouvillons. Il faut savoir que les majeures modifications qu'on apporte à ces machines, c'est la longueur de l'écouvillon qui n'est pas du tout la même que la longueur d'un bâtonnet standard. La deuxième grosse modification aussi, c'est le diamètre de l'embout cotonné qui est beaucoup plus faible pour un écouvillon. Et le gros défi est de faire ça en moins de 3 semaines. Et le modèle a déjà été validé et adopté par les hôpitaux de Paris et le service de santé de l'armée. Depuis, les demandes affluent de toutes parts. Nous sommes contactés par des laboratoires, des hôpitaux. On sent qu'il y a un vrai besoin de ce test virologique, donc détection de la présence du virus. C'est indispensable pour protéger les personnes qui pourraient être en contact, donc protéger les soignants, protéger les personnes fragiles. Et là, dans le cadre d'une crise sanitaire, pouvoir dire oui, on répond présent, oui, on est en ordre de bataille, c'est une immense fierté pour l'ensemble des collaborateurs de Le Moine France. Lors de son allocution aux Français, le président de la République, Emmanuel Macron, a promis que d'ici le 11 mai, la France serait en capacité de tester massivement les personnes présentant des symptômes. Le but serait de les placer en quarantaine pour éviter ainsi une seconde vague de Covid-19. L'Inde, à présent, c'est probablement le pays où a été mis en place le confinement le plus strict et le plus sévère au monde. Les scènes où des habitants se faisaient frapper à coups de matraque par la police ont ému. Des millions d'Indiens, notamment les plus pauvres, ont été durement affectés. Pas de travail, pas de revenus, pas de nourriture et même plus d'accès aux soins dans les hôpitaux. Reportage Alban Alvarez, Mandakini Galot et Souel Khan. Nous nous trouvons devant l'hôpital AIMS de New Delhi. C'est l'hôpital le plus prestigieux du pays. Et à l'extérieur, sur le trottoir, des tentes ont été installées. Elles accueillent des patients qui ne sont pas atteints par le Covid-19, mais qui sont jugés non prioritaires à soigner. कैंसर का इलाज कराने के लिए आए। कोरोना की वजह से ये जो है इलाज बंद हो गया। इलाज बंद हो गया तो कम से कम सुझाव तो दें या हमारी दवाइयों का इंतजाम तो करें। Ces patients sont désormais dans l'attente d'un traitement, s'entassent à 20 par tente dans des conditions précaires. Les températures dépassent les 30 degrés. Avec le confinement, ils ne peuvent plus rentrer chez eux. हम 600 किलोमीटर दूर से आए हैं, ऑपरेशन भी होगा, अच्छी तरह ऑपरेशन होगा। घर जाना चाहते तो जा भी नहीं सकते, कैसे जाएंगे, मतलब बंद रहेगा तो। Dans la capitale indienne, les distributions de repas se sont multipliées, organisées par les autorités locales et des ONG. Chaque année, 45 millions d'Indiens quittent leur campagne pour trouver un travail en ville. Ces travailleurs migrants se trouvent désormais sans emploi et sans argent pour se nourrir. बिहार के रहने वाला हूँ, मिस्त्री का काम करते हैं। एक भाई काम बंद हो गया तो दिक्कत हो गया। अब तो इसी तरह लाइन में लग कर खाना खा रहे हैं, बच्चा पाल रहे हैं, भूख मार रहे हैं।
Le gouvernement indien a annoncé débloquer 20 milliards d'euros pour venir en aide à 800 millions de personnes. Mais pour plusieurs économistes, ce plan sera très compliqué à mettre en œuvre et plusieurs millions d'Indiens pourraient ne pas en bénéficier. Fin de ce journal. Merci de rester sur France 24 pour vous tenir informé de ce qu'il se passe en France et dans le monde.